Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 3. Un constat social. La programmation de longévité. En 2 siècles et demi, l'espérance de vie moyenne de l'humain est passée de 25 ans à 82 ans. Cette espérance de vie croîtrait de 3 mois chaque année. Ce recul de la mort peut-il encore augmenter? Cette approche de notre devenir est-elle si importante? Toutefois, cette espérance d'une vie supplémentaire, enclenchée, pourrait s'abréger ou peut-être reculer. Notre modèle de vie qui a surtout été favorable au monde occidental pourrait comporter des inconvénients. La pollution de l'air, des aliments et de notre environnement sont autant d'éléments qui mettent en danger notre vie. Un éventuel réchauffement climatique ou un dérèglement climatique pourrait aussi contribuer à abréger la progression de notre longévité. Cependant, la progression de notre technologie a aussi beaucoup contribué à de meilleures conditions de vie et donc favorisé l'expansion démographique des humains et de leur longévité. Peut-être que cette évolution technologique risque d'être freinée, naturellement ou artificiellement, justement à cause de l'explosion démographique. Il se pourrait aussi qu'elle soit carrément stoppée. On peut également imaginer que notre progression de longévité continue à évoluer, plus lentement, pour atteindre une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 140 ans, dans le siècle prochain. Pourtant, il se pourrait qu'à cause d'une progression exponentielle de notre technologie, l'espérance de vie aille, au contraire, en s'accélérant, toujours davantage. Les organismes qui sont conçus à partir des cellules, d'abord, des tissus et des organes ensuite, sont d'une extraordinaire complexité. Notre maîtrise actuelle, mais surtout à venir, des nanotechnologies, des biotechnologies, des analyses assistées par l'ordinateur, des études fonctionnelles du cerveau, d'une possibilité d'assistance par l'intelligence artificielle, pourrait accélérer d'une façon exponentielle notre impact sur la vie. Nous comprenons beaucoup mieux notre fonctionnement biologique. Nous sommes beaucoup mieux organisés pour pouvoir vaincre de nombreuses maladies. Certaines d'entre elles sont encore des freins vers une évolution de la longévité de la vie. Notre importante amélioration, dans la résolution des maladies de nature bactérienne, microbienne ou génétique,
peut nous laisser espérer une éradication progressive et totale d'un très grand nombre de maladies. La fiction, imaginée précédemment, devient une réalité qui dépasse même ce qu'il avait été possible d'envisager. La réparation des organes détériorés, la modification des ADN, est autant de possibilités d'action. Mais aussi par la manipulation des chromosomes, la réalisation de leur réparation. À partir des interventions nanométriques et de la culture des cellules souches. Par les implants d'organes artificiels, les implants électroniques, la robotique chirurgicale, les nanostructures. Par les diagnostics de plus en plus précis et les modélisations efficientes. Tout concourt à une amélioration de notre vie et au prolongement de celle-ci. La réparation des cellules, atteintes de pathologies ou de vieillissement, pourra permettre une longévité basique de la construction structurelle de l'humain. L'analyse du vivant à partir de la modélisation est la prochaine étape primordiale. Les compétences de nos ordinateurs doublent tous les 6 mois, depuis leur avènement. Des puissances informatiques, continuellement exponentielles, permettent d'acquérir des sommes d'informations, dont la complexité et l'importance ne peuvent être traitées et analysées que par des ordinateurs toujours plus puissants. Les 100 000 milliards de cellules qui composent chacun d'entre nous sont autant de micro-usines chimiques, pourvues de machines-outils réalisées à l'échelle nanométrique. Nos compétences nous permettent, dorénavant, d'intervenir et d'agir à cette échelle dimensionnelle. La description de l'ADN et sa régénérescence sont envisageables pour la réparation des cellules. Une reprogrammation de nos organes, à partir de ces avancées nanométriques, est également envisageable. Il pourrait aussi être envisagé d'interférer sur les cellules par des composants électroniques. Les neurones de notre cerveau pourraient, eux aussi, faire l'objet de simulations particulières. Pourtant, cette avancée de la technologie nous apparaît assez arbitraire et fantasmagorique. Les concrétisations visibles, à l'échelle collective, n'apparaissent pas encore probantes. Il a fallu 20 ans, mais c'est bien peu d'années, à l'échelle humaine, pour décrypter les volumes d'informations, leurs implications et leurs imprégnations. La démocratisation de ces technologies exponentielles va pouvoir être mise en phase de propagation. Le monde des chercheurs, lui-même, s'est laissé déborder par cette soudaine et trop rapide explosion des savoirs. La totalité d'un génome, soit des dizaines de milliards de bases ADN, peut dorénavant être séquencée, très rapidement. Le coût de ce travail, d'abord faramineux, devient accessible à tous les laboratoires. Mais à quoi sert un tel séquençage ? Tout simplement à organiser une médecine personnalisée, justement, à partir du séquençage ADN de chacun d'entre nous. Les données prévisibles envisagent qu'une personne sur 4 sera atteinte d'un cancer au cours de son existence. Il est envisagé que le séquençage global de toutes les couches de la population permettra des guérisons totales de cette maladie aux 1000 formes. Si, en l'an 2000, une quelconque institution s'était risquée à dire que dans 13 ans, il serait possible de détenir la totalité des informations de son génome, à l'intérieur d'une clé USB, le monde scientifique, lui-même, aurait crié au parjure. Cela n'était, à cette époque-là, qu'un objet de science-fiction, totalement utopique. Or, 13 années plus tard, c'était devenu une réalité. D'autre part, bien d'autres schémas technologiques sont en cours de réalisation. Il apparaît maintenant évident que dans les 15 prochaines années, des implants nanotechnologiques de soins pourraient être en service. La nanomédecine sera également mise en œuvre, pour une action régénératrice, dans nos cellules et dans nos tissus. Cette évolution va permettre à l'humain d'obtenir des décennies supplémentaires d'existence. Pour 2050, si l'humain est encore sur cette planète, des actions plus spectaculaires seront réalisables. Si nous nous projetions dans les 100 années à venir, mais il n'est pas utile d'anticiper, la vie humaine pourrait ne pas durer aussi longtemps. Alors, pour ce qui est de l'immortalité, des réalités sociales, il y aurait 20 millions d'enfants pauvres dans l'Europe des riches. Les répercussions, pour ces défavorisés, sont très importantes, en ce qui concerne la santé, l'école, le voisinage, le logement, la culture, les loisirs. Ces enfants n'ont pas droit à la même place que les autres dans la société humaine.
Leur avenir est très compromis et celui de l'Europe également. En Espagne, un enfant sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. La Roumanie et la Bulgarie ont un taux d'enfants pauvres plus important encore. Les politiques d'austérité, décrétées dans les États européens aggravent encore ces situations de précarité des enfants et bien sûr, par voie de conséquence, de leurs parents. Les politiques, précédemment choisis, ont leur responsabilité dans ces désastres familiaux. La solidarité européenne joue la priorité pour les banques, pas pour celle des familles, ni celle des enfants. Les grands-parents retraités sont souvent sollicités pour leur permettre de pouvoir survivre. La plupart des États européens n'ont pas mis en place des structures d'aide aux familles en détresse économique. La majorité des emplois proposés sont précaires. L'Allemagne, qui posséderait le plus grand taux de croissance et se montre comme le leader de la relance économique, compte 3 millions d'enfants pauvres. Là aussi, il s'agit d'une conséquence des décisions politiques qui ont été prises. Le marché du travail a été dérégulé au profit d'une libéralisation des marchés financiers. Dans le même temps, les emplois sont le plus souvent à temps partiel. Ce concept choisi a généré des riches toujours plus riches et a paupérisé les pauvres devenant encore plus pauvres. Aucune issue d'amélioration de leur statut de pauvre n'est envisageable. Ce sont les oubliés du système libéral, les laissés pour compte. Les traumatismes dus à ces situations parfaitement invivables sont énormes. Pendant ce temps, les politiciens continuent à faire de très belles promesses électorales à la télévision. Le résultat en est connu d'avance, rien ne change et au contraire, tout s'aggrave. Il convient de comprendre que le slogan préféré des politiciens pourrait être « tous menteurs, tous tricheurs, tous voleurs », s'accompagnant d'une corruption tous azimuts. À l'inverse des promesses, tout est organisé pour compliquer les situations des personnes qui chercheraient à en sortir, à cause de services administratifs extrêmement déroutants. Il ne suffit plus de pouvoir travailler pour pouvoir survivre. Les emplois proposés sont toujours plus précarisés et les salaires devenus totalement indécents. En fait, cette pauvreté est fabriquée, elle est volontairement installée par les élites. Personne n'est à l'abri de ce rouleau compresseur de la pauvreté, les classes moyennes d'aujourd'hui seront les pauvres de demain. Les conséquences sont désastreuses sur la santé des populations et sur la dégradation des villes. Elles sont devenues la cause des dysfonctionnements de la société humaine. C'est également un risque de futurs grands désordres sociaux, dont chacun pâtira, y compris les classes sociales aisées. Les dommages collatéraux seront très importants. Les pauvres n'auront bientôt plus rien à perdre. En France, les cités de banlieue, à majorité d'immigrés, sont un exemple de ghettoisation et de zones de relégation. Elles sont devenues des zones de non-droit, totalement abandonnées des circuits économiques normaux et par l'État, sans aucun espoir d'amélioration. Elles sont laissées entre les mains de mafias, organisées en circuits économiques parallèles, avec tous les excès que l'on sait, de la drogue, des viols, de la prostitution et de la violence. La France comptabiliserait, officiellement, 2 millions d'enfants pauvres. On sait que les chiffres officiels ne sont jamais exacts. À Marseille, un enfant sur 2 est un enfant pauvre. Le chômage de masse, en France, est la principale cause de pauvreté. La France, pays riche, est considérée comme possédant le meilleur système social d'Europe, liberté, égalité, fraternité, laïcité, pas pour tous. Un accident de la vie, un décès, un divorce, un licenciement, et la précarité prend le dessus. 13 millions d'Allemands et 9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Espagne, un jeune sur 2 est sans emploi. La nutrition est déficitaire alors qu'un tiers de la nourriture, en surproduction, est détruite. Les États se dégagent totalement de leurs responsabilités dans la gestion des pauvres, en laissant ce soin aux organisations caritatives, lorsque celles-ci en ont les capacités. Toutefois, dans le meilleur des cas, elles ne parviennent à aider qu'un dixième de la population, au mieux. L'État social est en totale faillite.
des travailleurs allemands sont contraints à accepter des travaux rémunérés à 1 euro de l'heure en 2014, et souvent moins, si l'on fait la moyenne du temps réellement effectué. Les personnes touchées par cette précarité ne comprennent pas ce désengagement de leurs hauts responsables. Ils se désocialisent progressivement. Ces populations deviennent anxiogènes, avec des traumatismes psychologiques très importants et parfois mentaux. Tout le tissu social est en voie de délabrement, avec son cortège d'indignation, de rage et de désespoir. Pendant le même temps, ces mêmes États injectent des milliards d'euros, pour d'hypothétiques sauvetages de leurs banques, pour le profit de qui? Les opérations spéculatives sont très grassement récompensées pendant que les citoyens sont laissés à l'abandon. Les fraudes fiscales deviennent le sport favori des entreprises de ces pays. Le nombre de millionnaires est en constante augmentation et les niveaux de leur richesse sont en constant accroissement. La concentration des masses monétaires est entre les mains de la minorité dirigeante, au détriment des autres. Le système éducatif, pour une réussite sociale, est lui aussi réservé aux classes dirigeantes. Les enfants pauvres, par voie de conséquence, sont en constants échecs scolaires. De toute façon, les débouchés, en proposition d'emploi, sont nuls à leur sortie de scolarité, quel que puisse être leur niveau de performance. Le mécanisme scolaire est lui-même un processus de ségrégation. Les écoles, dites périphériques, sont, elles aussi, en précarité économique. La scolarité étatique serait-elle devenue une usine à cancre? Les systèmes d'orientation scolaire vers des emplois de prestige sont dès lors utilisés cyniquement. Les moyens financiers nécessaires à de telles orientations sont beaucoup trop insuffisants. Les places sont déjà réservées à l'avance. Le système professionnel ne leur octroie aucune perspective d'espoir ni d'avenir. La pauvreté est l'obstacle principal à tout effort de réussite. Le système scolaire élimine et disqualifie. Pendant ce temps, les enfants des dirigeants sont cooptés, quel que soit leur niveau de compétence. Pour toutes ces raisons, la société humaine pourrait se retrouver au bord d'une révolte. Simplement irrespectueux. Les individus qui détiennent des pouvoirs, les plus exorbitants, n'ont plus aucune retenue, d'aucune sorte. Ces personnes-là considèrent ne plus avoir à respecter aucune règle édictée par l'organisation de la société. Ils établissent un jeu consistant à répertorier l'étendue de leur pouvoir, avec tous les abus que cela comporte, dans tous les domaines, sans aucune responsabilisation de leurs actes, pourtant des plus répréhensibles. Cela leur permet tous les excès, dans une course effrénée vers le pire, jusqu'au plus grave système de mise à mort, par simple jeu. C'est là, une mise en place d'un système tyrannique. Tous ces hauts personnages n'ont pas à rendre compte d'aucun de leurs actes. Ils se permettent d'organiser des cérémonies rituelles, avec des expériences collectives, des sexualités de groupe, des prostitutions de mineurs, relevant de la barbarie, avec de la torture, des sévices divers, des assassinats de, sans domicile fixe, et d'enfants, maquillés ensuite en suicide. Ces hauts personnages ne seraient pas, a priori, atteints de troubles comportementaux ou psychiatriques, ni de pathologies particulières, ils ne font pas partie d'un environnement socio-professionnel particulier. Des témoignages, issus des rangs de hauts fonctionnaires, précisent que des notables, tels que des magistrats, des hommes politiques, de grands pontes de la finance, des universitaires, des responsables de médias, se regrouperaient par parrainage, de génération à génération, ainsi incorporés dans des systèmes mafieux. Ces témoignages, après recoupement, apparaissent absolument dignes de foi, malgré la dureté de telles révélations. Il précise une très grande organisation concernant des maquillages d'assassinats, plusieurs centaines, et des rapports de décès, réalisés par des experts appartenant eux aussi à ces groupes de délinquants en col blanc. Le pouvoir des juges, par exemple, est notamment tout aussi exorbitant. Tous ces gens de pouvoir s'amusent avec la vie des autres, par leur cupidité, sans avoir jamais aucun risque de devoir répondre de leurs décisions. Ils ont le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'organisation d'une famille, d'une entreprise ou d'une structure sociale. Ils peuvent agir sur tous les plans, qu'ils soient économiques, structurels, législatifs ou sociaux.
Ils peuvent s'octroyer toutes les prérogatives, y compris les plus mafieuses, sans jamais avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Des autorités judiciaires symboliseraient de nombreuses dérives et dénis de justice ainsi que beaucoup d'abus. Les prises de décision sont souvent arbitraires, entachées d'erreurs intentionnelles, de calomnies et de violations d'indépendance et d'impartialité. Des atteintes à la dignité humaine sont continuellement reprochées aux organisations judiciaires. Les systèmes judiciaires, en particulier, ont été créés pour servir la société, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Or, les dysfonctionnements de ces systèmes sont flagrants. Ils représentent une violation de la légalité et le système s'avère totalement irréformable. Il est devenu un système totalement irrationnel, synonyme d'outil de torture et d'oppression, qui porte une grave atteinte à la dignité humaine. Une poignée de responsables, juges, huissiers, experts, tuteurs, services sociaux, parviendraient à briser la vie de leurs coreligionnaires, en toute impunité, par leurs seuls abus de pouvoir. Il n'existe aucun moyen de lutte contre la tyrannie judiciaire. Ce système, qui a été détourné de sa fonction, est dans sa réalité, un moyen d'asservissement des populations. Comment est-il possible que dans des pays dits démocratiques, se prévalant comme État de droit, des systèmes institutionnels, puissent s'adonner à de telles pratiques morbides, datant du Moyen Âge? Que valent alors tous les mécanismes institutionnels des droits de l'homme? Or, tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. Il s'agit, maintenant, pour ces populations, de préserver leur liberté, leur propriété, leur sûreté et, de leur devoir de résistance à l'oppression. Ces constats de pouvoirs illégitimes sont assimilables à du génocide. Il est bon de rappeler que le génocide est un acte tentant à détruire une collectivité humaine, par une atteinte physique ou mentale. Aucune personne ne doit être l'objet d'immixtion, d'ingérence ou d'intervention dans sa vie privée, sa famille, son patrimoine ni atteindre à son honneur ni à sa réputation. Toute personne a droit à une protection à l'encontre de telles ingérences, y compris au droit de penser, de liberté d'opinion et d'expression. Il est primordial de rappeler que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société humaine. Elle doit faire l'objet d'une protection, sans faille, de la part des organismes étatiques. Il est, du devoir de chaque citoyen, de résister à tout pouvoir arbitraire, institutionnalisé. Il apparaît toutefois, évident que ceci ne peut être réalisé qu'en collégialité. Seule, l'union permet la force. C'est donc à chaque État démocratique, de faire respecter l'honneur dû à chaque personne. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires avant de pouvoir atteindre l'objectif final. Des zones, dans les pays, constitueraient des bases d'exercice du grand pouvoir, au niveau des régions. Chaque région serait dotée de bases militarisées disposant de centres spéciaux installés sur des zones isolées et difficiles d'accès. Ces bases sont des centres de formation à la guérilla, au contrôle des foules et à l'usage d'armements. Des effondrements d'États importants seraient programmés. La planification de leurs effondrements serait méthodiquement orchestrée. Le premier objectif serait une grande dépression, à partir des marchés financiers. Elle résulterait de manipulations conjointes à partir d'institutions financières et des principales banques, sur les marchés financiers. Un remboursement des dettes des États les précipiterait vers un chaos mondial. Les États de droit seraient remplacés par des dictatures militaires, à partir de la nécessité de les sauver de l'anarchie, engendrée par des populations en révolte. La manipulation des foules serait faite à partir des gens de main, du pouvoir global, mis en place par les réseaux militarisés. Des programmations militarisées seraient déjà en service. Ces réseaux seraient prêts à intervenir en cas de soulèvement, à partir des foyers de résistance. Cette éventualité est enregistrée, en tant que certitude. Des milices seraient entraînées au combat, à l'encontre de toute forme d'opposition. Des programmes précis d'action, codés, seraient utilisables pour des tâches extrêmes et particulières. Des bases militarisées seraient déjà fonctionnelles, bien qu'elles ne soient pas encore opérationnelles. Chaque localité serait sous la responsabilité d'une hiérarchie, actuellement occulte, qui devra rendre des comptes.
1% des populations suffirait à contrôler la situation et à maîtriser l'organisation. Si cela paraît peu, ce pourcentage représenterait 2,5 millions de paramilitaires surentraînés et surarmés venant en appui dans les zones de rébellion. Parfaitement programmés psychologiquement, à une obéissance aveugle, il serait suffisant pour le contrôle des 99% de la population. Il serait aussi prévu que les armées régulières, prises par surprise, devraient être rapidement neutralisées. Il convient aussi de prendre en compte que de hauts cadres militaires feraient partie intégrante du super-pouvoir, dont le rôle serait de subjuguer leurs moyens de défense. Après la maîtrise par le pouvoir militarisé, les populations n'auraient plus d'autre choix que d'adhérer ou de mourir. Les dirigeants de ce pouvoir global mondialisé seraient persuadés d'être des élus des dieux, plus intelligents et plus clairvoyants envoyés pour gouverner les peuples de la terre. Particulièrement arrogants, vaniteux et présomptueux, ils considéreraient les autres humains comme des quantités animales inintelligentes, que seules des dictatures pourraient amener à la raison. Cette attitude permet de mieux comprendre pourquoi certains peuples sont autant asservis. Les hauts responsables financiers de la planète seraient prêts à sauver l'économie mondiale qu'ils auront eux-mêmes précipitée dans le néant. Du reste, ce seraient, selon toute évidence, les mêmes dignitaires financiers qui auraient orchestré la prise de pouvoir du Troisième Reich dans l'Allemagne de 1933 à 1945 et financé ces efforts de guerre afin de détruire l'hégémonie économique européenne grandissante. Ce fut aussi le cas pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Un nouveau système économique serait aussi prévu, ainsi qu'une monnaie mondiale qui assurerait le nouvel ordre organisé. Le plan initial comprendrait encore bien d'autres dispositions. Les organisateurs de ce plan auraient tout programmé jusqu'à l'enseignement de leur doctrine à leurs héritiers. Leur approche actuelle serait une infiltration systématique dans tous les pouvoirs décisionnels, des principaux médias, aux systèmes éducatifs, aux systèmes bancaires ainsi que ceux de gouvernement. Ils se seraient déjà infiltrés dans des sectes religieuses institutionnelles, ainsi que dans des organismes de recherche appliquée ou fondamentale. Ils œuvrent d'une façon systématique et cynique. Leurs activités sont secrètes et particulièrement discrètes. C'est souvent sous l'apparence d'hommes d'affaires, très respectables, qu'ils œuvrent, tout en s'octroyant une attitude hors de tout soupçon. Convaincus qu'ils sont d'être des élus de Dieu, ils affichent leurs convictions religieuses, en toute bonne foi, et s'organisent en réunions de groupe, pour convenir de leur stratégie philosophique. Ils se créent ainsi une réputation de hauts personnages très respectables localement. Leur charisme, leur ouverture d'esprit, leur esprit d'analyse et leur charme y sont très appréciés, dans les mondanités et en tout lieu. Ce sont des personnes charmantes, au quotidien. Nul ne peut envisager leur machiavélisme. Ils ne sont pas détectables, en raison de leur double personnalité. Ils sont très soigneusement ordonnés. Ils ne seraient pas tous conscients de la dangerosité de leurs futures actions. Pour parvenir à une telle finalité, ils n'hésiteront pas à faire alliance avec d'autres groupes sectaires, qui seraient déjà fonctionnels. Ils favorisent leur pénétration dans leur propre zone d'influence afin de pouvoir mieux diviser les secteurs d'influence. Toutes les sociétés secrètes seraient, volontairement, adhérentes à leur mouvement, car ils seraient considérés parmi les plus compétents. Ils leur octroieraient une technicité et des formateurs, en échange de leur loyauté et de leur soumission. L'anarchie créant le chaos leur permettra d'établir leur ordre. Ils armeraient les protagonistes dans tous les conflits actuels afin de mieux pouvoir les organiser. Ils se considéreraient, eux-mêmes comme protagonistes d'un grand échiquier. Ils seraient convaincus que c'est à partir des combats que devront émerger les plus forts. Ils se seraient organisés pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Leurs objectifs sont dévoilés, leurs vraies personnalités sont démontrées. À tous ceux qui sont lucides du modèle organisationnel des dominatories, mais également de leurs implications sur l'humanité, il leur importe de se préparer à combattre et à lutter contre un tel avènement, avant qu'il ne soit trop tard. Le reste de l'humanité n'en a pas conscience, lorsqu'elle se rendra compte de cette réalité, il sera beaucoup trop tard. Des préoccupations citoyennes.
Des citoyens, très connus ou simplement anonymes, préoccupés par l'orientation de certains événements, font soudainement preuve d'une sorte d'insurrection individuelle. Des dispositions législatives permettent à ces personnes appelées des lanceurs d'alerte d'être protégées. Ces personnes n'entrent pas dans le cadre de la délinquance, mais au contraire dans celui des gens respectueux du cadre réglementaire devant être respectés. Les persécutions, y compris judiciaires de ces personnes, n'est donc pas réglementaire. Tout employé, qui dans une entreprise, serait licencié par des mesures de représailles, à la suite de divulgation d'éléments compromettants pour ses dirigeants, doit être considéré comme un modèle. Les agissements à son égard devraient être nuls et non avenus. Cette disposition réglementaire de protection du personnel s'applique au personnel privé et public. Par contre, les principaux responsables des décisions illégales disposent de toutes les compétences judiciaires mises à leur disposition, leur permettant de compromettre les lanceurs d'alerte, qui agissent pourtant de bonne foi, afin de pouvoir les attaquer. Il y aurait deux catégories de lanceurs d'alerte. Il y a celui qui cherche à modifier ce qu'il considère comme une anomalie et qui la révèle afin d'inciter une correction. Et puis, il y a le rebelle, qui cherche à renverser le fonctionnement d'un système qu'il juge comme préoccupant. Des courants utopiques peuvent s'avérer aussi dangereux que certains systèmes aux fonctionnements illégaux, comme le fonctionnement de certaines banques, par exemple. La protection des lanceurs d'alerte représente cependant un modèle social équivoque. Il apparaît évident que des choix stratégiques sont déterminés et les remettre en cause en permanence empêcherait un fonctionnement normal dans l'organisation de la société humaine. Il convient de pouvoir faire la distinction entre une personne préoccupée par une anomalie et un délateur. Mais comment peut-on faire le tri entre ces deux entités ? Malgré tout, une conscience législative se serait instaurée pour permettre de pouvoir protéger les lanceurs d'alerte. Il conviendrait effectivement de devoir prémunir des personnes qui se targuent de chercher à protéger un intérêt général, dès lors qu'ils s'avéreraient à l'évidence menacés. Des tyrannies sont mises en évidence quotidiennement. Celle des systèmes financiers qui dilapident l'économie des particuliers, sous le prétexte de l'intérêt des entreprises. Celle d'une obsession sécuritaire qui met en place des modèles globalisés de surveillance des populations, sous le prétexte d'une lutte antiterroriste. Ces pratiques sont celles du totalitarisme étatique, où le citoyen est inséré dans un ensemble globalisé où ses droits et ses devoirs se retrouvent complètement annihilés. Les lanceurs d'alerte représenteraient tout simplement des valeurs démocratiques ostensiblement affichées qui n'auraient rien à voir avec une tentative d'atteinte envers l'intérêt public. Cependant, la bonne foi n'est pas toujours facile à démontrer. Elle ne peut être mise en évidence que par la démonstration d'un désintéressement personnel total et démuni de stratégies cyniques ou opportunistes. Il convient évidemment de pouvoir déterminer une parfaite corrélation entre l'information sur le motif de l'alerte, définissant la menace grave envers l'intérêt général. Il est pourtant évident qu'il peut y avoir un modèle de restriction sur la vérité, pour ce qui concerne les décisions étatiques stratégiques importantes, pendant un certain temps. Cela ne doit pas non plus être la règle et surtout pas une permanence. Il devient indispensable de créer une autorité, totalement indépendante, capable d'assurer une immunité totale à l'encontre d'un lanceur d'alerte qui serait considéré comme contrevenant et qui pourrait être poursuivi pour une violation du secret défense. Il en va ainsi pour la sécurité démocratique des populations. D'énormes quantités de secret défense devraient pouvoir être levées lorsqu'il y a, à l'évidence, de graves menaces à des atteintes envers des droits publics et par voie de conséquence à des atteintes à la démocratie. Il serait possible d'envisager un modèle de confidentialité, à l'égard d'une alerte, pendant le temps nécessaire à la résolution d'une occurrence. Il serait sans doute intéressant d'y incorporer le secret des sources, des journalistes d'investigation qui s'abritent derrière ce système de confidentialité. Cela pouvant servir à éviter une complicité de recel. L'immunité totale établie, dans les pays démocratiques, à l'égard de ces journalistes va aussi dans le sens de la préservation des droits des lanceurs d'alerte. La crédibilité à l'égard des dirigeants s'est complètement effondrée, et pour cause,
puisque de représentatifs, désignés pour sauvegarder l'intérêt général, ils deviennent bien trop souvent les garants de la seule sauvegarde de leurs intérêts particuliers. Il n'y aurait plus que 6% des populations à respecter la légitimité des élus. D'où un regain de valeur pour une démocratie participative à l'encontre d'une démocratie basée sur la représentation. Le droit de vote des citoyens ne permet, la plupart du temps, que de ne pouvoir choisir qu'entre la peste et le choléra. Une démocratie directe consentie par les moyens permettant de communiquer immédiatement serait même souhaitée par de nombreuses personnes. Il apparaît pourtant essentiel qu'il existe une hiérarchie permettant des prises de décision. Dans le cas contraire, cela devient ingouvernable et c'est le règne de la mascarade. La désobéissance citoyenne n'a rien à voir avec la révélation d'informations. La crise de la représentativité des responsables élus, dont la loyauté est remise en cause et même délégitimée, a pour conséquence une prise de conscience des citoyens. La société civile se voit tout à coup investie de responsabilités qu'elle n'avait pas d'abord évaluées. Le mouvement citoyen peut être porteur d'expériences et de crédibilité supérieure à celle des responsables, jusque-là désignés. La société civile doit être en mesure de pouvoir se responsabiliser. Elle a aussi la nécessité de devenir exemplaire dans ses modalités de contestation. Les lanceurs d'alerte se sont imposés pour mission et c'est devenu une obligation pour eux, de devoir défendre l'intérêt public en général. La démocratie ne peut pas exister sans qu'elle ait un maximum de transparence. Lorsqu'elle prend le prétexte de devoir s'abriter derrière le secret défense, elle ne peut que tomber dans un réflexe de suspicion à son égard. L'alerte aux systèmes intransigeants. Qui sont les lanceurs d'alerte? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'une personne consciente d'irrégularité, qu'elle aurait constatée, essaie de prévenir des services concernés. Mais, un lanceur d'alerte, convaincu de sa légitimité, sera rapidement confronté aux mesures drastiques du pouvoir qu'il cherche à faire démasquer. L'expérience, chez les lanceurs d'alerte, leur fait rapidement prendre conscience qu'ils s'attaquent à des systèmes intransigeants. Des mesures terrifiantes sont immédiatement mises en œuvre afin de neutraliser immédiatement et irrémédiablement les allégations de ces personnes. Pourtant, il est évident que dans une démocratie, le public ait le droit d'être informé. Les lanceurs d'alerte sont des personnes qui, informées des dysfonctionnements à l'égard des déontologies affichées, n'en supporteraient plus les conséquences. Ils sont convaincus que le fait de se taire les rendrait complices de ces choix délibérés de dysfonctionnement. Les lanceurs d'alerte se retrouvent en face d'une nécessité de devoir choisir entre leur conscience et leur carrière. Il s'agit évidemment, dans la majorité des cas, de personnes ayant des responsabilités les amenant à avoir la connaissance de faits très litigieux, à de très haut niveau. Comme la création de prisons secrètes, par exemple. Ces gens-là risquent leur liberté et quelquefois leur vie. Ils doivent aussi assumer les conséquences des répercussions sur leurs familles respectives. Ils sont, dans la plupart des cas, mis en accusation par une justice qui aurait dû être chargée de les défendre. Dévoiler des faits litigieux, exécutés par de hauts dignitaires d'un des plus grands pays dits démocratiques, ne peut pas rester sans conséquence, pour ses divulgateurs. La stratégie alors établie est celle du secret défense. Tous les moyens y sont donc utilisés pour pouvoir obtenir un silence total. Il suffit, pour permettre cela, d'obtenir un prétexte de sécurisation, à la suite d'un événement fortuit ou improvisé. Des techniques améliorées d'interrogatoire sont ensuite développées. Cet euphémisme désigne simplement tous les actes de torture. Devenir lanceur d'alerte ne peut pas résulter d'une ambition personnelle et encore moins d'un plan de carrière. Ces gens-là sont beaucoup trop dérangeants pour un pouvoir, de quelque nature qu'il soit. Tous les moyens sont ensuite mis en œuvre pour pouvoir les éradiquer. Pour ce faire, l'espionnage devient la règle. Tous les individus doivent être mis sous contrôle et de façon systématique. De très grosses structures du renseignement sont mises en service avec leur plein pouvoir, dans tous les domaines. Tout est organisé dans le secret absolu. Personne ne doit pouvoir divulguer quoi que ce soit.
Mais il y a pire, les données personnelles des citoyens ne doivent pas faire l'objet d'aucune protection, sous aucun prétexte. Les services secrets militaires sont chargés de tout superviser et de tout contrôler de façon systématique. Une surveillance électronique, à très grande échelle, aurait été mise en place, toujours dans le plus grand secret. Dans ce contexte militaro-politique, un lanceur d'alerte devient rapidement un rebelle, un dissident et enfin un traître. Ces personnes tombent alors sous l'application d'une loi concernant les actes d'espionnage, pour divulgation d'informations secrètes. Ces personnes sont ainsi classifiées, ennemis de l'État. Cette application démontre, s'il en était besoin, d'une procédure d'intimidation envers toute autre personne qui serait, elle aussi, tentée de divulguer des informations dérangeantes pour le pouvoir. Pour pouvoir faire fonctionner des services secrets de cette ampleur, les agents qui y sont recrutés n'ont qu'une connaissance allégée de leur rôle. De fausses informations leur sont souvent divulguées afin qu'ils puissent pleinement adhérer à leur mission. Lorsque des personnes dangereuses ne peuvent pas être capturées dans le cadre des missions assignées, il suffit d'impliquer des lampistes pour justifier les mesures prises. Des mensonges d'État sont également circonstanciés. Le pouvoir viole systématiquement les lois existantes, avec tout le cynisme qui le caractérise. Les lanceurs d'alerte n'ont plus, pour seul recours, que celui de l'anonymat, mais à condition de ne pas être démasqués, car tous les moyens sont alors mis en œuvre, pour pouvoir identifier leur origine. La procédure de laminage du paria devient ensuite très efficace. Le chef d'inculpation s'intitule « Divulgation d'informations secrètes ». Il est assorti de preuves non justifiables et non justifiées. Les manœuvres consistent ensuite à détruire la personnalité des lanceurs d'alerte par tous les moyens imaginables. Ces pratiques n'ont rien à envier à celles de la mafia ni à celles des organisations terroristes. Leurs pratiques sont en tout point identiques. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.